dans l'assiette. Et du coup, j'ai composé le menu en fonction de ce qu'on va trouver dans une assiette quand on va manger une journée. Donc c'est inspiré de la macrobiotique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du millet. Je vais cuisiner avec du chou-fleur, c'est une céréale. On va faire du porridge de sarrasin parce que ça réchauffe et que c'est une idée aussi de petit déjeuner en fait. Donc comme ça fait 2 céréales. Et ensuite on va faire 2 l'houmous. J'ai oublié les pois chiches dans le frigo, mais je vais aller les chercher après. Vous voulez aller les chercher? Je veux bien. Ça se présente comment? Il y a un pot en verre avec des pois chiches et un deuxième pot. J'ai 2 pots de pois chiches en fait. On va faire de l'houmous. Ça c'est pour avoir le côté légumineuse. Et on va faire un kimpira de carottes. Alors, en fait les carottes on va les couper et les faire sauter à la poêle. Je vais vous montrer tout ça. Et une mayonnaise aux pois chiches. Voilà, mayonnaise vegan aux pois chiches. Donc ça va aller assez vite parce qu'on est limité par le temps. Mais de toute manière c'est un atelier de cuisine. Donc après toutes vos questions, je vais garder pour après. Voilà. Donc là je vais commencer par le millet au chou-fleur. Donc je commence à faire chauffer ma plaque. Je vais mettre un petit peu d'huile quand ce sera un petit peu chaud. Alors en général, il ne faut pas se faire surchauffer l'huile. Donc en fait, on fait d'abord chauffer un petit peu la casserole. Quand on sent qu'elle est chaude, on met son huile. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Il y a la teste de la goutte d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ces ustensiles. En fait, c'est des casseroles Baumstahl. Souvent, ils sont sur les salons bio, mais là, ils ne sont pas là. En fait, il y a la teste de la goutte d'eau pour voir si la casserole elle est chaude. Donc là, on met une goutte d'eau, on voit que c'est pas chaud. Peut-être pour gagner du temps pendant ça, je vais faire le sarrasin parce que c'est beaucoup plus facile. Donc là, j'ai pris du sarrasin de chez moi. Je sais pas si vous connaissez. Je parle pas assez fort, c'est vrai. Donc là, c'est du sarrasin tout simple. Sarrasin décortiqué J'ai un doute, je sais plus si. Oui, je crois qu'il est décortiqué. Hein, parce que quand il n'est pas décortiqué, c'est juste pour faire des crèmes germées, je pense. Donc voilà, je mets à peu près un volume de sarrasin. Donc ça, c'est une idée petit déjeuner. Et je mets 5 volumes d'eau. Voilà, donc 5 volumes d'eau. Vous mettez le feu à fond. Donc pour le petit déjeuner, vous faites ça pendant que vous faites chauffer votre thé ou autre chose dans la cuisine. Et vous attendez que ça arrive à ébullition. Donc j'ai un petit peu de sel. Donc je vais en mettre un petit peu. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Donc une petite, même un tout petit peu moins, parce qu'après on va mettre du miso en fait. Je mets juste un petit peu de sel. Oui, le miso c'est salé. Et donc ça c'est pour avoir une idée de petit déjeuner. Donc là je vais revoir si là on voit que ça commence à grésiller un petit peu, donc ça veut dire que c'est chaud. Du coup je baisse parce que j'avais mis au maximum. Et après je vais mettre mon huile, et dès que je mets mon huile, je mets mon chou-fleur en fait. J'attends pas parce que sinon ça fait surchauffer l'huile. Donc l'huile, on dit que c'est juste pour recouvrir le fond de la casserole, on n'en met pas trop. Qu'est-ce que vous prenez comme huile? Là c'est de l'huile de sésame. On utilise beaucoup l'huile de sésame, l'huile d'olive, l'huile de tournesol aussi. Et donc là on entend que ça crépite un peu, ça veut dire que c'est un tout petit peu trop fort. Donc je vais baisser un peu. Quand on cuisine, en fait, il faut toujours être à l'écoute du bruit que ça fait et aussi des odeurs. Et c'est vrai que quand ça crépite un peu, ça veut dire que c'est un tout petit peu trop fort. Donc en fait, l'idée, c'est de faire revenir un petit peu le chou-fleur et après, on va rajouter le millet. Donc le millet, je l'ai lavé plusieurs fois avant, parce que vous m'entendez là, parce que du coup, parce que le millet, si on ne le lave pas, en fait, des fois, il a un petit goût amer. Donc le fait de le rincer plusieurs fois, il a un goût moins amer. J'ai oublié ma passoire, donc il y a encore un peu d'humidité dedans, alors que j'aurais voulu l'égoutter, mais ce sera quand même bon. C'est du millet qui n'est pas cuit encore. Non, là j'ai juste rincé. Bonjour. Là je vais revenir un peu. Pas trop longtemps, on n'attend pas que le chou-fleur il soit marron. Parce que s'il est marron, c'est déjà qu'il est un petit peu brûlé. Et du coup je vais rajouter mon millet. Donc là on entend du bruit parce qu'il y avait un peu d'eau dans le millet. Ça aurait été mieux de ne pas avoir d'eau. Et donc là, l'idée, c'est aussi de faire revenir un petit peu de millet, en fait. Parce que le fait de le faire revenir un petit peu, il va perdre encore plus de son amertume. Donc on fait revenir un peu. Je vais prendre la boîte pour mesurer. Ah, je l'avais mis là. J'avais mis dedans le millet, c'était la même boîte que
sarrasin et j'en avais mis jusque là. Donc là, comme j'ai un légume dedans, je vais mettre que 2 volumes d'eau. Alors que normalement le millet on met 3 volumes d'eau. Mais comme le chou-fleur il a de l'eau à l'intérieur, si vous mettez 3 volumes, après ça va être vraiment trop liquide. Donc quand on dit qu'on fait revenir un peu le millet, on n'attend pas qu'il soit marron. Parce que s'il est marron, c'est qu'il est déjà brûlé en fait. Donc on attend juste qu'il s'assèche un petit peu, que toute l'humidité s'en aille. Et ensuite on rajoute de l'eau. Enfin, on peut même rajouter le sel avant en fait. Avant de rajouter l'eau, on ajoute le sel. Comme ça fait sortir encore plus l'eau qui est à l'intérieur des légumes. Donc le sel, j'en mets juste un peu et puis à la fin, en fait, on va assaisonner. Voilà. En fait, le millet, je vais le faire avec de la noix de muscade. En fait, les 3 ingrédients de base, c'est millet, chou-fleur et noix de muscade. J'ai aussi des herbes fraîches, donc j'en mettrai un petit peu aussi à la fin. Donc là, je vais mettre mon eau. J'espère que j'en aurai assez. Je pense que oui. Donc il faut savoir que il faut mettre à peu près 2 volumes de millet. Mais si jamais quand vous mettez votre millet, le chou-fleur il baigne pas dans l'eau, il faut quand même rajouter un petit peu d'eau. Parce que là j'ai mis à peu près la même quantité de millet et de chou-fleur. Mais après, c'est pas une valeur exacte, donc des fois, ça fait... Voilà, et donc après, on va attendre que ça bout. Donc on remet au maximum. Ici, il n'est pas encore chaud. Et une fois que ça bout, on met au minimum avec le couvercle. Donc, vous voyez, déjà, on a fait déjà 2 recettes, on a déjà fini. La première, on n'a pas fini. La répéter. La première, ah oui, parce que pour les personnes qui sont arrivées après. Ouais. Donc là, en fait, on fait du millet au chou-fleur. Ça, c'est bon. Donc j'ai fait revenir un petit peu les choux-fleurs dans un petit peu d'huile. Ensuite, j'ai rajouté le millet. Le millet, d'abord, je l'ai lavé. Et normalement, il faut l'égoutter. Là, j'avais oublié mon égouttoir, donc j'ai juste rincé. On les fait revenir un petit peu. Ensuite, on rajoute du sel et ensuite 2 volumes d'eau. Et après, on attend que ça vienne à ébullition. Puis on met le couvercle et au minimum pendant 20 minutes. Et le sarrasin, en fait, j'ai juste mis du sarrasin avec 5 volumes d'eau, un petit peu de sel. Et j'attends que ça arrive à ébullition. Ça, c'est une idée pour le petit déjeuner, en fait. Donc là, c'est peut-être un peu long, vous trouvez, parce que j'en ai fait une grande quantité, mais si vous cuisinez que pour vous au petit déjeuner, ça arrive beaucoup plus vite chaud. Donc pendant que vous préparez votre thé, vous faites ça. Après, vous mettez au minimum, vous allez prendre votre douche. Et quand vous revenez de la douche, le petit déjeuner est prêt. On le fait revenir un petit peu dans l'huile avant de mettre l'eau? Non, dans le sarrasin, j'ai pas du tout mis d'huile. Ah oui, d'accord. C'est vraiment très très... Le sarrasin et l'eau froide, là? Oui. Ouais. Ah d'accord. Donc ensuite, on va faire les pickles. Je ne sais pas si vous connaissez en fait. Je vous prends celui-là. En fait, ça c'est une presse à pickles, c'est-à-dire qu'on coupe les légumes très très fins, on rajoute du sel, après on presse un petit peu et on les met dedans. Et en fait, le sel va faire sortir l'eau des légumes, et va faire que ça va fermenter un petit peu. Donc là, on n'aura pas le temps de le faire fermenter complètement parce que normalement, il faut attendre 5 heures. Mais au moins, je vous montre le principe. Donc là, la carotte, elle n'est pas très belle. J'ai juste lavé, mais je ne l'ai pas épluchée. Parce qu'on essaye de garder le maximum la peau des légumes parce qu'il y a des vitamines à l'intérieur. Quand elle est vraiment pas belle, on l'épluche, mais celles-là, elles sont plutôt pas mal. Donc là, le millet, il commence à chauffer. En fait, ce que je fais, je mets le couvercle, et une fois que le couvercle est chaud, ça veut dire que je peux diminuer. Avec le gaz, c'est plus facile. Parce qu'avec l'électricité, en fait, ça reste chaud un petit moment là. Donc là, quand ça risque de déborder, vous pouvez attention, ça déborde. Vous pouvez rajouter un peu d'eau. Rajouter un peu d'eau ou juste diminuer, mais c'est le direct. Donc voilà, là mon couvercle commence à être chaud, donc je vais diminuer. Et je regarde quelle heure il est. Il est 40, donc le millet il sera prêt à midi. Donc pendant ça, je vais faire, donc pour les pickles, il faut couper le plus fin possible. Donc en fait, on utilise des couteaux japonais parce que la macrobiotique c'est inspiré du Japon. Ça nous permet de couper les légumes très très fins. Donc au début, vous aurez du mal,
mais il faut s'entraîner. En fait, vous tenez votre couteau comme ça, pour pas vous couper le bout des doigts et le bout des ongles, et ça vous sert aussi d'appui pour couper plus précisément en fait. Donc je sais pas si tout le monde voit bien. Ah mince, c'est pas mes pois chiches. Elle est repartie. En fait, c'est pas mes pois chiches à moi qu'elle a pris, c'est pas grave. J'irai mettre dans le frigo pour prendre les bons pois chiches. Donc en fait, on coupe légèrement en biais et le plus fin possible. Donc les Japonais, forcément, le font beaucoup mieux que nous. Parce que leur lame, elle est plus fine. Par rapport à un couteau normal, en fait là on a un appui et donc on arrive à couper précisément, alors qu'avec un couteau normal, c'est un peu compliqué de faire très très fin. Vous pouvez essayer avec un couteau normal, c'est un peu plus difficile, je trouve. Mais vous pouvez. C'est pareil en cuisine. Ah ouais? C'est pareil. Et après, vous les répartissez un petit peu pour que ça fasse pas un gros tas. Et vous les recoupez dans l'autre sens pour que ça fasse des petites baguettes. Parce qu'en fait, plus ils vont être fins et plus ils vont fermenter facilement dans la presse à pickles. Donc vous pouvez aussi directement les mettre comme ça, hein. Mais c'est plus sympa quand c'est plus fin. Avec une mandoline aussi, c'est possible. Du coup, il y a des enzymes qui se développent et tout ce qui est fermenté, c'est bon pour la digestion en fait. Ça multiplie les vitamines et les minéraux. Et il faut savoir qu'en macrobiotique, comme on ne mange pas de produits laitiers, on ne mange pas de fromage. Et du coup, si on ne trouve pas d'autres produits fermentés pour s'alimenter, on manque de ferments en fait. C'est important. Dans toutes les civilisations, il y avait toujours des produits fermentés. Oui. Oui, en fait, les pickles, c'est une forme de choucroute. Et vous mangez des produits animaux? On en mange... en fait, c'est à chacun de voir un peu comment il se sent. Et on conseille de ne pas en manger trop, surtout de réduire. Et de privilégier plutôt le poisson, les produits de la mer, les œufs et le poulet. Mais d'éviter la viande rouge, la charcuterie, tout ça. Et puis de ne pas en manger en trop grande quantité et trop souvent, en fait. Donc après, c'est à chacun de voir. Certaines personnes, je crois qu'on m'avait dit l'idéal ce serait de manger des produits animaux un jour sur deux, toutes les 48 heures. Après, c'est pas une vérité absolue, donc il faut être un petit peu flexible, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en manger trop souvent. Non, moi je conseille de prendre de la viande une fois par an. C'est jamais très important. Donc après là, je prends un petit peu de chou chinois. Donc je vais mélanger carottes, chou chinois et un petit peu de navet. Oui, vous pouvez. Oui. Et en fait, c'est pas mes pois chiches, c'était des autres boîtes. Mais je vais y aller sinon. Oui, parce que là... Le chou chinois, on mange cru en fait. On peut le manger cru et cuit, et l'avantage c'est qu'il cuit très très vite. Et donc là, dans les pickles que je fais, en fait, on a 3 types de légumes. On a la carotte qui est un légume racine, qui est un petit peu riche en sucre lent. Le chou chinois qui est une feuille, en fait, donc qui est un peu comme un légume vert. Quand on dit des légumes verts, c'est tous les légumes à feuilles. Et le navet qui pique un petit peu, bon, il pique moins qu'un radis noir ou blanc, mais il pique un petit peu et du coup, ça amène un petit peu de piquant. Et c'est important, quand on mange, en fait, d'avoir toujours ces 3 types de légumes, parce qu'ils apportent une énergie différente en fait. Il n'y a pas d'appareil qui peut nous aider pour la découpe des... Si, vous pouvez avoir une mandoline. Un mandoline. Ouais. Mais après, les mandolines, c'est très dangereux. Il faut bien se protéger. Et puis, il y a certains légumes qu'on n'a pas besoin de couper aussi fin. Par exemple, si vous le faites avec du concombre, vous n'êtes pas obligé de le couper très très fin. Les radis roses aussi, ils rentrent beaucoup d'eau, donc vous n'avez pas besoin de les couper très fin.
Après, les carottes, vous n'êtes pas non plus obligé de les couper fins, c'est juste qu'ils vont être plus gros, plus épais, un peu moins agréables à manger. Mais vous pouvez les faire plus grossièrement. Donc là, on a le sarrasin qui est bien redescendu, je vais mettre le couvercle. Donc il sera prêt à peu près en même temps que le millet. En fait, le sarrasin, après, il faut faire cuire au moins 20 minutes, mais vous pouvez plus longtemps. Le sel pour le sarrasin, vous l'avez mis dès le début? Oui, dès le début. Mais je pense qu'on peut le rajouter aussi après. Ouais. Après, je vais mettre un petit peu de sel. Après, on les malaxe un peu. Donc, quand on en fait en grande quantité, on prend d'abord un saladier en fait. Et là, comme il n'y en a pas beaucoup. Plutôt du gros sel? Bah, moi, je prends toujours du gros sel parce que quand je peux, je préfère le gros sel, mais on peut aussi du sel fin. Donc, on mélange un peu pour que le sel il soit bien mélangé et ensuite on le met. Et vous verrez, même dans 30 minutes, il y aura déjà un petit peu d'eau qui sera sortie. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'eau. On est d'accord? Je ne vais pas tricher. Je vais pas rajouter d'eau. Donc ensuite, on va faire l'houmous. Donc je vais aller chercher mes pois chiches. Je reviens tout de suite. Ça dure 1 heure. Vous savez si c'est 1 heure l'atelier? Oui, 1 heure. 50 minutes, je crois. On verra la vidéo sur Facebook, non? Peut-être, si c'est bien. Vous allez le mettre sur YouTube? Oui, je crois. On va mettre la vidéo sur YouTube. Ouais. Ah, comment ça s'appellera? Oui. Pour qu'on puisse la retrouver. Je sais pas, sûrement avec le titre d'aujourd'hui sur YouTube. Je sais pas. Non, mais tu peux envoyer pour mail. Oui. Il y a le... Oui, si vous laissez votre nom, après je vous enverrai par mail. Vous direz, ben voilà où vous trouvez le lien. Donc là, c'est les pois chiches que j'ai cuits hier. Donc on va faire l'houmous. Donc pour l'houmous, on a besoin de la purée de sésame. J'en ai pris un petit peu ici. On va le faire avec de la purée d'umeboshi parce qu'en fait, l'houmous, souvent on le fait avec du citron, mais on peut aussi utiliser du vinaigre, de la purée d'umeboshi. Parce que ça a une petite saveur acide. Ça peut remplacer le citron. L'umeboshi, ça vient du Japon. En fait, c'est des prunes qu'ils ont fait fermenter pendant longtemps. Et après, ils font une purée et c'est très bon pour la santé en fait. Parce que c'est salé, acide et en fait, on l'utilise pour se soigner. Et ça se trouve où? Maintenant, on trouve pas mal dans les magasins bio. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Umeboshi. Umeboshi. Sinon, il y a un magasin macrobiotique spécialisé à Paris, mais il me semble qu'on en trouve. Donc la purée de sésame, en fait, je prends à peu près une grosse cuillère à soupe. Après, il faut savoir que l'houmous, on peut varier les quantités de chaque ingrédient. Il y a des personnes qui préfèrent mettre très peu de purée de sésame et d'autres qui préfèrent en mettre plus. Moi, j'aime bien quand il y a une bonne grosse cuillère à soupe. Et l'umeboshi, par contre, on met juste une petite cuillère à café parce qu'en fait, c'est très très acide au goût. Et ensuite, on va mixer, on va rajouter de l'huile et du vinaigre d'umeboshi. Donc le vinaigre d'umeboshi, c'est le liquide qui entoure les umeboshi quand elles sont en train de fermenter. Parce qu'en macrobiotique, on n'utilise pas les vinaigres en fait, parce que c'est trop acide, alors que le vinaigre d'umeboshi, il a une petite saveur acide, mais il est bon pour la santé. Donc à peu près une cuillère à soupe. Je peux la mettre Moitié du citron, ce serait la valeur d'un jus de citron à peu près. Souvent, je mets un demi citron et après je regarde, je goûte en fait. Même là, on va goûter en fait. Parce qu'on sait jamais. L'huile, vous avez dit? De l'huile aussi, non? Oui, je vais mettre de l'huile. Alors l'huile, je ne mesure pas. J'en mets un petit peu et pareil, après je regarde par rapport à la consistance. On peut mettre sésame ou huile d'olive. Ok. Là, pour aujourd'hui, j'ai pris que l'huile de sésame parce que je voulais pas être trop chargée en fait. D'accord. Et donc quand on met du citron ou de l'umeboshi dans l'houmous, c'est aussi pour le conserver. Parce que si vous faites des pois chiches et que vous voulez en manger pendant plusieurs jours, souvent après ça tourne un petit peu. Donc après on mixe.
Donc là, ça manque de liquide en fait. Parce que des fois, je garde un peu d'eau de cuisson des pois chiches, mais en fait, des fois, je garde 2 pots en fait. Un pot où j'ai l'eau de cuisson et un pot des pois chiches, comme ça, après, j'ajoute au fur et à mesure. Donc là, je pense que je vais rajouter un peu d'eau en fait. Un peu d'huile. Ça paraît très sec. Je sais pas si quelqu'un veut venir le faire. Non? Personne? Si vous voulez, hein. Comme ça, moi, je peux commencer à faire autre chose. Je vais essayer de pas me salir surtout. Ouais. Non, mais ça devrait aller, quoi. Ah oui, les carottes qu'on va faire sauter, c'est bonne façon on va terminer ici. Je vérifie comment il est. Il est pas, c'est pas encore fini, mais il a un peu, ça change pas beaucoup. Je vérifie s'il y a encore de l'eau à l'intérieur parce que comme il n'est pas encore cuit. Mais j'augmente un peu parce qu'en fait on dirait que ça cuit pas très vite. Ça va? Oui. Là ça commence à être plus facile, non, au fur et à mesure. Oui. C'est vrai que le ravier est un peu petit. Il aurait fallu un peu plus haut. Ouais. Attendez, si vous voulez, je vais faire un peu moins. Voilà. Donc là, après, c'est à chacun de voir. Est-ce qu'il veut que ce soit un petit peu plus crémeux, alors vous rajoutez un petit peu d'huile. Et la peau des comment on appelle ça? Pois chiches. Des pois chiches? Vous les retirez pas? Non, je ne les retire pas. Il y a des gens qui les retirent. Mais je pense pas que ce soit gênant. D'accord. J'ai l'impression que c'est presque bon. Hein. Voilà, super, merci. Donc voilà, là il est vraiment pas liquide, mais parce que moi après je le tartine sur des petits pains. Du coup je préfère qu'il soit pas liquide, mais vous pouvez le faire aussi beaucoup plus liquide. Donc après, on va enchaîner avec la mayonnaise, parce qu'en fait c'est la même base. On utilise un fond de pois chiche comme ça, et en fait c'est la même base que l'houmous, sauf qu'on va mettre beaucoup plus d'huile. Et du coup après, bon, on goûte aussi que ce soit à notre goût, et ça vous fait une mayonnaise végane en fait, végane maison, juste avec des pois chiches. Parce que sinon les mayonnaises véganes, souvent ils mettent de la crème de soja. Je ne sais pas si vous connaissez les mayonnaises véganes, ils mettent de la crème de soja avec de l'huile, un petit peu de citron. Et en fait, la crème de soja, c'est un peu critiqué parfois. On dit que c'est pas très bon pour la santé. Du coup, nous, on préfère utiliser les pois chiches. Et après, de temps en temps, vous pouvez prendre la crème de soja. Donc là, même s'il m'en reste dessus, c'est pas grave parce que c'est à la même base que j'utilise ici. Donc là, ce sera pour... vous pouvez voir le mousse. Ça, ce sera pour la mayonnaise. Donc la mayonnaise, on met beaucoup plus d'huile. En fait, par rapport aux pois chiches que j'ai mis, je vais essayer à peu près de les recouvrir d'huile. Et quand vous faites la mayonnaise, c'est important que les pois chiches soient froids. Parce que s'ils sont à température ambiante, ça fait une réaction un peu bizarre. En fait, ça fait des petites bulles et en fait, la mayonnaise, elle ne prend pas.
Donc je rajoute un tout petit peu de vinaigre de meboshi. À peu près. En général, quand on en met, en fait, on essaie de mettre une cuillère à café. Et puis après, on goûte et puis on en rajoute un petit peu. Parce que comme c'est très acide, si vous en mettez trop dès le début, après, c'est trop tard, quoi. Combien de temps la mayonnaise comme ça? Comment? On peut la garder combien de temps? J'ai un ami qui l'a gardé 10 jours, mais moi je dis maximum 5 jours, non? Je sais pas. Enfin, je sais pas trop. Après, on va voir que ça doit, au-dessus, ça doit Ouais. faire monter. Après, si vous avez dans une boîte bien hermétique comme celle-là, ça se Ouais. garde mieux. Mais bon. Donc après, je rajoute un petit peu d'huile parce que je vois que ça va encore. Faut pas qu'elle devienne trop liquide parce qu'après c'est moins agréable. Je suis désolée, j'ai oublié de goûter l'houmous. Je vais quand même le goûter parce que des fois il manque un petit peu de sel ou quelque chose. Et la mayonnaise aussi, je vais l'ajouter. Souvent dans la mayonnaise, on rajoute un petit peu de sel. Parce que la mayonnaise, comme c'est vraiment une sauce, en fait, il faut que ce soit un tout petit peu plus assaisonné que l'houmous. Et il faut du sel ou bien du... Je vais mettre un petit peu de shoyu, en fait, c'est de la sauce soja fermentée. Donc j'en mets juste un petit peu. Parce que du sel, j'ai pris que du gros sel. Donc là, c'est mieux de mettre du sel fin parce que sinon ça va pas bien se mélanger. Après, quand vous sentez qu'il manque encore un peu de sel, mais que vous en avez déjà mis, vous pouvez mettre le vinaigre d'umeboshi parce qu'il a une petite saveur salée aussi. Donc là, comme je trouve que ça manque un peu d'acidité et de sel, j'en remets un petit peu. Après, il faut savoir que c'est une sauce, donc vous avez peut-être l'impression que je mets beaucoup de vinaigre, mais dans les vinaigrettes, il y a beaucoup de vinaigre. Là, c'est vraiment bon parce que ça ressemble vraiment à une sauce. Alors tout à l'heure, ça faisait un peu de mousse. Donc voilà, on est bien sur le timing hein, parce qu'il est midi. Et on a presque tout fait. Après, il y a l'assaisonnement de fin. Mais, donc là, comme j'ai pas l'habitude des plaques, je préfère vérifier s'il y a de l'eau au fond. Mais une fois que vous avez l'habitude chez vous, normalement, vous n'avez pas besoin de soulever le couvercle pendant la cuisson. Mais parce que là, du coup, après, j'ai mis un peu trop fort, il n'y avait plus d'eau. Il faut quand même que le millet il cuise. En fait, le millet, vous voyez comment il est quand il n'est pas cuit. Je ne sais pas si vous voulez voir. En fait, là, il n'est pas cuit. Vous voyez qu'ils sont... Ah oui, on voit les grains. Oui, les grains qui sont pas cuits. Et c'est important qu'il soit bien cuit parce que des fois, il y a des personnes qui le cuisinent et après qui le mangent comme ça. Donc, s'il n'est pas assez cuit, vous rajoutez un petit peu d'eau. Et vous essayez que ça accroche pas au fond. Là, ça a accroché un petit peu. Je vais remettre encore un peu. C'est intéressant comme céréales, le millet. Oui, c'est intéressant, ouais. Ça permet de varier. Et puis le millet, c'est conseillé pour les os aussi, quand on a des problèmes de cartilage ou des fractures. Ça n'avait pas tellement de goût en fait. Ah, le millet? Ouais. Bah après, faut Par rapport au l'assaisonner, salade. ouais. Ouais. Donc
là, on a le sarrasin. Donc là, le sarrasin, il a vraiment cuit tout doucement. Je pense que je l'ai un peu trop baissé, mais là, on peut le consommer aussi comme ça. Parce qu'à la fin, en fait, là, il y a encore beaucoup de liquide, alors qu'on aurait pu avoir moins de liquide. Mais sinon, je laisse un petit peu de liquide partir. Comme ça, après, vous pourrez le goûter. Donc ça, c'est bien pour le matin, parce que ça réchauffe. C'est la base d'un bon petit déjeuner. Donc nature, comme ça, sans sucre. Bah, sans sucre. Après, on va mettre un petit peu de miso. Ça remplace le porridge. Ouais, voilà, c'est un porridge, mais plutôt salé en fait. Là, on va mettre un petit peu de miso et un petit peu d'herbe fraîche. Vous allez goûter Pour le petit déjeuner? pour le petit déjeuner. Bah, c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre des petits déjeuners sucrés, mais en fait, pour la santé, ce serait mieux de prendre légèrement salé. Mais au début, c'est pas facile. Donc, voilà. Ouais. Donc je vais couper la carotte pour faire ensuite la recette avec la carotte. Donc en fait la carotte je vais la couper un peu comme tout à l'heure mais plus grosse pour faire des petits bâtonnets et la faire sauter à la poêle. En macrobiotique on appelle ça kimpira de carotte parce que ça vient du Japon et que ce mode de découpe ils appellent ça kimpira. Donc je la coupe en biais comme tout à l'heure mais un peu plus grosse. Plutôt un demi-centimètre en fait. Et vous allez me demander pourquoi les Japonais ils coupent en biais. C'est parce qu'en fait la carotte elle pousse dans la terre et donc il y a une énergie un peu plus yang qui fait qu'elle est attirée par le centre de la terre et l'énergie plus yin qui fait que ces feuilles sortent de la terre et qu'elles restent et qu'elles poussent sur le côté. Et donc on veut dans le même morceau un peu de yin et de yang. Et puis après c'est aussi parce qu'au niveau des saveurs quand c'est coupé en biais, on a l'impression que c'est un peu meilleur. Mais bon. Et du coup après on les aligne tous, je sais pas si vous voyez. On les aligne et puis on les coupe en bâtonnets. Votre ustensile. Le couteau, celui-là il est pas cher, hein, il est à 12 €. Mais j'en ai pas pris à vendre aujourd'hui, je suis désolée. Ah oui, il est pas cher du tout. Mais il est vraiment pas cher. Habituellement, c'est... Après, il faut couper que des légumes avec, parce que la lame elle est pas hyper solide et si vous coupez un potimarron, c'est un peu risqué aussi. Donc, mais moi j'ai depuis super longtemps et j'ai jamais cassé en fait. Il faut juste pas couper des os ou essayer de faire des fouilles avec. Vous l'avez acheté sur internet? Il y a la boutique macrobiotique à Paris qui en vend. Juste à côté du Simo, il y a une petite boutique et ils en vendent. Donc ça, c'est les petites carottes. Donc comme ça, on va libérer la place qui est ici. Donc le miso, en fait, c'est un produit fermenté. Et donc quand on le rajoute, on veut garder les enzymes qui sont dedans. Donc on le fait jamais bouillir, en fait. Donc en fait, on le rajoute en fin de cuisson. Et il faut commencer... J'ai oublié de prendre des dessous de plat. Je sais pas si je peux le poser. Faut commencer à attendre que ça ait un peu refroidi avant de le mettre. Mais là-dessus, vous croyez que je peux le poser sur le plat? Ah oui, dans l'autre sens. Ça va pas l'éclater le plat? Non. Ah ouais? Donc je le pose là. Comme ça, là, on pousse là. Je suis désolée, du coup, ça sent un peu le brûlé parce que ça avait débordé en fait. Oh là là, gâteau. Les trucs qui font. Ça fond pas peut-être? Non, je fais pas ça moi. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, du coup ça sent le... Attention aux extincteurs. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc le miso, l'idéal c'est de le diluer un petit peu dans un liquide avant de le plonger dedans parce que là si je mets directement ça dedans, ça a du mal à se mélanger. En fait. Il se trouve toujours sous cette forme-là en pâte? Oui. Des fois, il est plus foncé ou plus clair. Le plus clair, il est plus jeune et lui, il est un peu plus âgé. Et le miso, c'est à base de quoi? C'est à base de soja et de riz. En fait, au départ, il mélange le riz avec un ferment et après, ça se transforme en koji. Et ensuite, il mélange le koji avec du soja.
C'est assez compliqué la préparation du miso, je maîtrise pas. J'en fabrique pas moi-même, quoi. Mais en France, maintenant, on a trois producteurs de miso. En France? Ouais. Après, des fois, ils sont en rupture de stock. Et ils font plus du jeune que du vieux parce que le vieux, il faut le faire fermenter 3 ans. Donc c'est assez long. Mais vous pouvez leur en acheter du jeune sur Internet en commandant, en fait. Si vous voulez les noms, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Kura, un autre Sanga et l'autre Yoromizo. Mais il y en a un des 3 qui n'en vend pas vraiment pour l'instant, je crois. Et les 2 autres qui sont quand même souvent en rupture de stock. Et c'est pour donner de la saveur que vous rajoutez le miso? Pour donner de la saveur et puis aussi parce que le matin c'est bien d'avoir quelque chose de fermenté comme le miso, ça va vous donner des enzymes. Et les Japonais le matin ils prennent la soupe miso. Donc là c'est un mélange des deux en fait, c'est moitié un peu riche, moitié une soupe miso. Et après on va mettre un tout petit peu de... On va juste mettre du persil parce que c'est ce qu'on utilise le plus couramment. Parce que sinon là j'ai aussi de la coriandre et de la ciboulette mais on va l'utiliser pour le millet je pense. Donc le matin, vous coupez un petit peu de persil. Nous, souvent, on garde les tiges. Je retire juste les bouts. Et après, en fait, en coupant très fin, c'est pas gênant si on a les petites tiges. C'est pour ça que c'est quand même utile d'avoir un couteau japonais parce qu'avec les couteaux normaux, moi, je sais pas faire. Et donc là, on attend qu'il ait un tout petit peu tiédi, un petit peu. Enfin, faut qu'on voit la fumée sortir, mais qu'il soit pas trop chaud. Au moment où on rajoute le persil. Parce que sinon, ça va trop le faire cuire. Après là je mets le persil dans la casserole parce qu'on est nombreux, mais quand vous êtes tout seul vous pouvez mettre le persil dans votre bol et juste verser le liquide chaud par-dessus en fait. Est-ce qu'on peut le faire la veille et le réchauffer le lendemain? Oui, mais le persil c'est mieux de le mettre à la dernière minute. Et en fait le persil aussi, pourquoi on en met le matin? Parce que c'est important d'avoir la couleur verte le matin. Parce que la couleur verte dans les légumes, c'est l'énergie qui vous donne envie de sortir, de vous lever, donc c'est pour ça qu'on en met un petit peu. Je sais pas si quelqu'un... On peut le faire la veille quand même pour le réchauffer Je peux le faire lendemain. ça. Oui. Je sais pas si quelqu'un veut venir servir, parce que comme on est un petit peu nombreux, t'en mets pas trop, tu vois, comme ça, parce que... Comme ça, ça va bien vous réchauffer, j'espère que vous n'avez pas mangé ce matin. Donc là, il y a la poêle qui commence à être un petit peu... Donc toujours la tête de la goutte d'eau pour ceux qui sont arrivés en retard. Ça en fait c'est des casseroles Baumstahl, ils sont souvent sur les stands, mais là ils sont pas là. Et donc pour vérifier si la poêle ou la casserole elle est chaude, on met une petite goutte d'eau et on regarde si ça crépite. Et quand on fait les crêpes par exemple, on attend que la petite goutte d'eau elle roule en fait, pour être sûr que c'est à la bonne température pour les crêpes. Là moi je me lance pas dans les crêpes parce que c'est pas le plus facile. Non, en fait, pour les crêpes, si vous mettez un œuf dedans, ça va, dans la pâte. Mais les crêpes sans œufs, avec ces poêles-là, moi, j'y arrive pas. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui y arrivent. Ça viendra. Donc là, c'est pour nos carottes. Donc on met un tout petit peu d'huile pour recouvrir le fond de la poêle. Et donc là, l'idée, c'est de les faire sauter un petit peu. Et après, en fait, l'important, c'est de faire cuire les carottes. C'est pas que le fond de la casserole devienne marron. Donc, je dis ça parce que souvent, en fait, quand on commence à les faire cuire, on se dit ah, mais je veux pas rajouter d'eau parce que je veux que ce soit plus gourmand ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est mieux de rajouter un tout petit peu d'eau. Mais vraiment un tout petit peu pour que la carotte puisse cuire et que ce soit pas trop gras. Parce que là, si je mets beaucoup plus d'huile, en fait, à la fin, les carottes, elles sont hyper grasses et c'est pas très agréable. Donc je vais rajouter de l'eau, en fait, au fur et à mesure, un tout petit peu à chaque fois. Il n'y a pas de pour l'instant. Si, j'ai mis un tout petit peu d'huile. Mais vraiment un tout petit peu. Après, là, je mets un petit peu de sel parce que ça permet de faire sortir l'eau des carottes. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de carottes. Et après, ça va être trop salé.
Et après, dès que je vois que ça risque de brûler, en fait, je rajoute un tout petit peu d'eau. Mais vraiment, pas beaucoup. Et du coup, vous les faites cuire tout doucement comme ça. Vous pouvez aussi mettre le couvercle dessus, en fait. Vous pouvez juste les faire cuire comme ça à l'air libre ou avec le couvercle. Avec le couvercle, elles seront un peu plus cuites. Et sans le couvercle, elles seront un petit peu plus croquantes. Donc là, il faut bien rester à côté. De temps en temps, vérifier qu'il y a toujours un petit peu d'eau. Et regardez le millet, comment il est. Là, on voit que le millet, il est cuit. Le plat, c'était pour le millet, en fait. Donc, je vais couper le feu. Et je vais rajouter la noix de muscade. Je dirais que la noix de muscade va très bien avec le millet chou-fleur. En fait, millet chou-fleur, c'est une base qui ressemble. Si vous le mixez, là, par exemple, ça ressemble un peu à de la purée de pommes de terre. Je dis un peu parce que si vous êtes vraiment accro à la pomme de terre, vous allez pas vraiment aimer. Mais un petit peu. Donc la noix de muscade, vous pouvez en mettre plus ou moins. Là, j'en ai pas mis vraiment beaucoup parce que je veux pas que le goût soit trop fort. Mais donc là, on a des petites carottes. Donc pour les carottes, il faut quand même que le feu soit un tout petit peu vif. Si vous voyez au bout d'un moment que ça se ralentit trop, il faut augmenter un petit peu le feu. Et donc après là, dans le millet, en général, on rajoute toujours un petit peu de shoyu parce que ça relève les saveurs. Donc on en met même si j'ai pas encore goûté, je sais qu'il faut en mettre. On rajoute aussi souvent un petit peu de vinaigre d'umeboshi parce que pareil ça relève les saveurs. Donc juste un tout petit peu. Donc c'est du vinaigre d'umeboshi. J'ai pas pris le flacon parce que sinon ça allait être trop doux. Donc les carottes, de nouveau, je rajoute un peu d'eau. Et en fait, je peux leur mettre le couvercle. Par contre, quand on met le couvercle, après, il faut surveiller parce que des fois, on se fait avoir, après, ça brûle. Donc, il ne faut pas oublier de le regarder. Et du coup, dans le millet, là, maintenant qu'il est chaud, je vais mettre des herbes fraîches. Et donc en fait les herbes fraîches, il faut les mettre au moment où ça commence un peu à refroidir parce que si vous mettez tout de suite quand il est encore trop chaud, ça les cuit trop et on perd leur saveur. Donc en fait c'est difficile à décrire mais là on voit qu'il y a encore pas mal de fumée. L'idéal c'est d'attendre encore quelques secondes, enfin quelques minutes pour qu'il y ait plus de fumée. Donc là pour l'herbe j'ai de la ciboulette, de la coriandre et du persil. Donc je vais rajouter un petit peu de shoyu parce qu'il n'est pas très salé. Un peu de vinaigre d'umeboshi aussi. La cuisine macrobiotique, c'est d'origine japonaise ou pas? Parce que vous mettez du japonais. Oui, en fait ça a été introduit en France par un japonais. Du coup je vais rajouter les herbes. Ça va. Et donc à la fin de la cuisson des carottes, normalement il faut qu'il n'y ait plus d'eau. Donc vous vérifiez s'il y a encore un petit peu d'eau, vous laissez encore un petit peu cuire.
Comme ça, elles auront vraiment beaucoup de saveur. Alors que si on... 5 minutes, pas plus. C'est vrai? Et il est quelle heure là? Il est entre le quart et 20. D'accord. Donc vraiment pas plus, parce que sinon... Je suis désolée, mais il y a un intervenant derrière. Là, il y a les intervenants toutes les heures. Ouais. Donc entre les deux, il faut débarrasser Donc là, le millet, le fait de le mettre dans un plat, ça permet de ne pas trop chauffer les herbes aussi. Alors que si vous le laissez dans la casserole, les herbes, elles vont trop chauffer. Et après, pour l'écraser, l'idéal, c'est d'avoir les mains un tout petit peu humides. Et puis de le faire comme ça. Là, j'ai pas assez d'eau. Parce qu'en fait, le fait de mettre de l'eau sur les mains, ça fait que le millet, il colle pas sur les mains. Après, je vais avoir les mains sales. Et du coup, là, après, si vous attendez qu'il refroidisse, vous pouvez le couper facilement en parts. Ou bien le manger directement comme ça. Ouais, ça fait comme un gâteau. Après, on peut même le repasser au four si on veut.